Voilà, alors après, donc, ces réinterprétations nous renvoient euh, à l'attentat d'Awil, au procès en cours, Mhm, mhm, à l'attentat du DC-10. Et j'ai fait un autre article mhm, sur les relations franco-libyennes mhm, qui aboutissent à l'attentat du DC-10 après donc, la réélection de Mitterrand. Hein. Donc les relations entre le Tchad, la Libye, le Soudan et la France mhm, en 88 et 89 mhm. hein, qui aboutissent à l'attentat du DC-10, le 19 septembre 89, bien sûr. La constitution de partie civile des familles des victimes de l'attentat du DC-10 au procès du financement libyen de la campagne de 2007 de Sarkozy, qui s'ouvrira en janvier 2025, nous invite à examiner de plus près les relations franco-libyennes au début du second septennat de Mitterrand. Le 25 avril 1988, soit le lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises, Kadhafi convoque les ambassadeurs accrédités en Libye et les informe du cadeau qu'il a décidé de faire à l'Afrique, une série de mesures pour normaliser ses rapports avec le Tchad. Voilà, alors ça c'est simplement tiré du livre d'Al-Ammi dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, Al-Ammi qui était ambassadeur du Tchad en France. Les élections françaises augurent d'une reprise de relations franco-libyennes telles qu'on les avait connues avant la cohabitation, faites de diplomatie parallèle, recherche de troisième homme et négociations bilatérales tchado-libyennes sur la bande d'Aouzou, les 114 000 km² de territoire tchadien que Kadhafi revendique le long de la frontière libyo-tchadienne. Le 25 mai, lors du 24e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, le cadeau à l'Afrique du colonel libyen est accueilli favorablement par tous les chefs d'État africains. Le guide de la Jamaïra annonce la fin des hostilités avec le Tchad, la libération de tous les prisonniers et la participation de Tripoli à la reconstruction de son voisin du Sud. Hissène Habré est le seul chef d'État à souligner les incohérences de ce cadeau empoisonné. En dépit de sa déclaration, Kadhafi ne s'est pas présenté à la réunion du comité ad hoc sur la question d'Aouzou la veille du sommet. Ces exigences, posées comme préalable à la réunion, placent l'affaire des prisonniers libyens devant celle du différend frontalier. Il étudie la question, il élude la question d'Aouzou. La contradiction est évidente. Mais Mitterrand s'est déclaré satisfait et face à l'accueil unanimement favorable de ses homologues français, Hissène Habré, contraint de faire bonne figure, se voit dans l'obligation d'accepter le cadeau piégé de Kadhafi. Mais il s'agit clairement d'une menace contre son régime. Sur le terrain, le colonel libyen viole de façon continue et répétée le cessez-le-feu du 11 septembre 1987. Habré est fermement déterminé à lutter contre toute tentative de déstabilisation, de subversion, d'agression contre le Tchad. Il est prêt à traquer tous les dangers portant sur la sécurité du pays, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, notamment à l'est. Dans la province soudanaise du Darfour, l'opposition politico-militaire des Hadjiraï, CDR et autres groupes armés reçoit l'appui de Tripoli. Dans le sillage du cadeau à l'Afrique, plusieurs tentatives se succèdent pour tenter de rapprocher les deux États. D'échecs de rencontres en réunions stériles, de sommets avertis en ordre du jour flou, aucun accord ne parviendra à rapprocher Tchad et Libye sur la question de fond, le différend territorial. Les tractations du pays tiers aboutissent, malgré les menaces darfouriennes pesant sur le régime, au rétablissement en octobre 1988 des relations diplomatiques entre les deux pays. La France s'étant déclarée satisfaite du cadeau de Kadhafi, il avait été décidé que l'heure était au ralliement et au rassemblement à N'Djamena, et le ministre de la Défense française annonce un dégraissage d'éperviers. D'anciens opposants rallient le régime, dont Aïchek Id Omnar, leader du CDR, qui tente de désarmer ses combattants restés sans commandement au Darfour, avec qui ne se récupérer par le Libyen. Le conflit n'est de toute évidence pas réglé. Au début du mois de décembre 1988, le 8, les combats en territoire soudanais entre les FANT, Forces armées régulières de N'Djamena, et les groupes armés pro-libyens
se porte en territoire tchadien. L'accrochage se produit au sud d'Abéché, dans la région de Gos-Baïda. Il est particulièrement violent. La menace qui pèse sur le Tchad est chaque jour plus lourde, mais Mitterrand annonce le 18 décembre au sommet franco-africain de Casablanca l'allègement des perviers et les dispositions pratiques sont précisées à Habré par le général Schmitt le 16 janvier 1989. Ouais, tout ça, c'est des articles de presse, enfin, c'est factuel, là, c'est connu. Voilà. Au Darfour, les chocs entre les Fantes et les groupes armés pro-libyens, CDR et Légion islamique, se multiplient dans une atmosphère de confusion croissante. Il y a 96 morts le 15 février 1989, 42 plus 2 jours plus tard, sans que l'on sache précisément qui se bat contre qui. Oui, alors ça, c'est dans Darfour, le Darfour, un génocide ambigu de Gérard Prunier. C'est une de mes sources pour décrire ces guerres africaines de cette période-là. Hein. Le Soudan sombre dans l'instabilité politique. À Khartoum, des officiers adressent fin février un ultimatum au Premier ministre exigeant une politique étrangère équilibrée et la mise en place du règlement politique de la guerre du Sud. Oui, ça c'est dans le Soudan contemporain, le livre collectif de Marc Leverne. L'ultimatum provoque la démission du gouvernement le 12 mars. Sadek El Mahdi, Premier ministre, ne démissionne pas et annonce la formation d'un nouveau gouvernement. Sa composition est rendue publique le 27 mars. Le programme vise l'abrogation de l'accord militaire avec Tripoli. Il remet ainsi en cause le soutien libyen aux bases arrières de l'opposition politico-militaire à Habré, au Darfour. Fondé sur l'accord du 16 novembre 1988, signé entre le DUP de Mirghani et le SPLA de John Garang, sa mise en application est confiée à Sid Ahmad El Hussein, ancien ministre de l'Intérieur, secrétaire général du DUP. Il a été le négociateur de l'accord du 16 novembre et est nommé ministre des Relations extérieures et vice-premier ministre. La perspective de l'abrogation de l'accord militaire avec la Libye précipite les événements à N'Djamena. Le 1er avril 1989, Déby rejoint l'opposition armée au Darfour. Pour le rebelle tchadien et tous ses partisans, le programme soudanais est un virage à 180 degrés. L'abrogation de l'accord libyo-soudanais remet en cause l'accès de Kadhafi au Darfour, son influence dans la province soudanaise, son soutien à l'opposition politico-militaire à Habré, la sécurité des bases arrières de la rébellion tchadienne. Pour Kadhafi, comme pour Déby et tous les acteurs de la diplomatie parallèle, cet accord ne peut être abrogé. Suite à l'action du 1er avril, Idriss Déby et Hassan Jamous prennent la fuite au Soudan. Ils insistent dans leur communiqué sur le caractère tchadio-tchadien de leur action. Dans les jours qui suivent, au cours des combats opposant Fantes et rebelles au Darfour, Jamous est blessé. Il disparaîtra dans les geôles de N'Djamena. Déby demande l'asile politique au Soudan et se rend à Tripoli le 29 avril. Il est clair maintenant qu'une grande offensive se prépare contre le Tchad et Habré accuse publiquement le 7 juin la Libye de s'apprêter à lancer de nouveau ses forces d'agression contre N'Djamena à partir du Darfour. Sadek El Mahdi doit se rendre en Libye le 1er juillet pour finaliser l'abrogation de l'accord militaire entre le deux pays permettant d'avancer dans le processus de paix de la guerre du Sud-Soudan. Oui, ça c'est dans un article de Delmet, c'est Vincent Delmet, un article d'Égypte, Monde Arabe, les relations nord-sud au Soudan entre 83 et 93. Ça faisait partie cette abrogation de l'accord militaire faisait partie du programme du gouvernement du 27 mars. Hein. C'était dans l'accord de pré-négociation de paix du 16 novembre 88. Hein. Et Sadek El Mahdi doit se rendre en Libye pour finaliser l'abrogation de l'accord. Il doit se rendre en Libye le 1er ou le 2 juillet 89, le 1er juillet. Voilà.
Le coup d'État d'Omar el-Béchir le 30 juin l'en empêchera et l'accord militaire entre Khartoum et Tripoli ne sera pas abrogé. L'influence de Kadhafi sera préservée au Darfour, mais après ce coup d'État, qu'en sera-t-il de ses revendications territoriales à Ouzou? Qui aura la main sur la sécurité des bases arrières de Déby dans la province de l'Est soudanais? Que deviendront la diplomatie parallèle de Mitterrand à Tripoli et les liens que son agent en poste à Khartoum a tissés avec le personnel politique soudanais depuis déjà 3 ans? Oui, ah oui, ça c'est le livre de Lizzie Bourzan. Hein. Le Paul Fonbonne, hein, qui se fait appeler Paul Fonbonne à Khartoum, il est en poste depuis 86. Roland Dumas s'est fait élire président de la commission parlementaire des affaires étrangères et Paul Fonbonne est envoyé pour chercher le fameux troisième homme. Et quand Déby fait son action du 1er avril, Fonbonne il est là depuis 3 ans. Et ça fait voilà, il a eu le temps de chercher, il a travaillé le garçon. Hein, voilà. La réponse à ces questions sera graduelle afin de bien faire comprendre aux Libyens qu'il n'a pas l'exclusivité des faveurs de la diplomatie parallèle mitterrandienne. Le premier temps de cette réponse viendra 2 mois après le coup d'État d'Omar el-Béchir et se tiendra à Orgerus, domaine de Prébois, dans les Yvelines. L'accord cadre, façonné en 4 jours, du 22 au 25 août 1989, renverra la question d'Aouzou devant la Cour internationale de justice en mettant un terme à 8 années de diplomatie parallèle franco-libyenne. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, le colonel sera prié de revoir les raisons qui ont présidé au départ de ses troupes de N'Djamena en 1981. La situation de 1989 est en effet bien loin de celle de 1981, lorsque Mitterrand était arrivé au pouvoir. Les troupes libyennes étaient alors à N'Djamena et occupaient les 2 tiers du pays. Mitterrand avait chargé Dumas du dossier et l'avait envoyé rencontrer Kadhafi. Oui, bah oui, c'est dans le site mitterrand.org et c'est dans l'article du journal Le Temps, c'est un journal suisse, qui est intitulé La France est devenue beaucoup trop conformiste. Article de Roland Dumas. Le guide libyen revendiquait la bande d'Aouzou depuis 1974. Sur ce différend territorial, Goukouni Wedei, président tchadien à l'époque, s'était exprimé en 1977. Il était favorable à une solution négociée de façon bilatérale. Ça aussi, c'est dans les articles du Monde. Hein. Un accord avec Kadhafi était donc possible. Les troupes libyennes avaient quitté N'Djamena en novembre 1981 et s'étaient maintenues à Aouzou. Leur retrait de la capitale tchadienne avait été annoncé à Paris à l'occasion du premier sommet franco-africain du président nouvellement élu. Les participants du sommet de Paris des 3 et 4 novembre 1981 s'étaient accordés sur l'ambiance de satisfaction générale, mais s'interrogeaient sur les causes profondes du revirement du colonel libyen. Son retrait de N'Djamena avait-il une contrepartie? Un accord avait-il été conclu avec le guide libyen en échange? Et pourquoi se maintenait-il à Aouzou? Quels étaient les termes de ce pacte? On évoquait des hypothèses. Un levier avait dû être employé. Bravo, un levier avait dû être employé, pardon pour la liaison. Boutros Ghali, ministre d'État égyptien aux Affaires étrangères, supposait des pressions conjointes américaines et françaises, ou des pays de l'Est sur la Libye. La presse française préféra retenir la thèse selon laquelle le président libyen ne souhaitait pas compromettre la tenue du prochain sommet de l'OUA à Tripoli. Et puis, la prise du pouvoir par Hissène Habré en 1982 changea la donne. Pour le nouvel homme fort du Tchad, il n'y avait pas de négociation possible avec le Libyen. Il devait quitter Aouzou. Mitterrand appelait à la négociation de tous ses voeux, mais rien n'y faisait. Le chef de l'État insista le 26 août 1983 dans Le Monde. La France veut réunir les conditions qui rendent possible une négociation, dit-il. Il précisait « Mes prédécesseurs considéraient ce contentieux comme une affaire bilatérale, je pense comme eux. » Et il accusait Hissène Habré d'avoir rompu l'équilibre obtenu avec Goukouni Wedei en 1981. Il souhaitait voir une négociation s'engager et réussir. Une conversation approfondie devait avoir lieu avec le chef de l'État tchadien, disait-il.
en décembre 1983. Il fit valoir que, au demeurant, la clé du problème reste la réconciliation entre Tchadiens. La nomination de Dumas au ministère des Affaires étrangères en décembre 1984 ne fit pas avancer les choses. Habré était devenu un sérieux problème pour Paris et on parla d'un troisième homme. La mort d'Idriss Miskine en imposa la plus grande discrétion. Quant à Hachek Ibn Oumar, sa rivalité Goukouni, qui lui contestait sa possible qualité de troisième homme, l'avait affaibli. En 1986, Dumas réussit à se faire élire président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et la diplomatie parallèle envoya à Khartoum son agent dédié à la recherche du troisième homme suivre l'opposition politico-militaire à Habré. De l'autre côté de la frontière tchado-soudanaise, la coopération enfin efficace du gouvernement Chirac et de l'administration Reagan permettait la reconquête du Nord-Tchad par les fentes. Après la réélection de Mitterrand, les affaires étrangères et la défense étaient revenus sous la responsabilité pleine et entière de Mitterrand et l'agent de la diplomatie parallèle avait trouvé l'homme de l'Élysée en la personne de Déby. La formation du gouvernement du 27 mars à Khartoum avait précipité les choses et après l'action du 1er avril de Déby, la priorité était la sécurisation de ses bases arrières. Le coup d'État d'Omar el-Béchir régla la question. Il préservait l'accord militaire entre Khartoum et Tripoli et permettait à Mitterrand d'avoir un contact direct avec le personnel politique soudanais, assurant la sécurité des bases arrières darfouriennes. L'homme de l'Élysée pouvait ainsi avoir les coudées franches et regrouper autour de lui tous ceux qui formeront bientôt le MPS. Dès lors, les revendications territoriales de Kadhafi n'ont plus de poids dans la balance pour assurer la sécurité des bases arrières de Déby et aucune diplomatie parallèle n'a sa place dans l'accord cadre qui se négocie à Prébois. Le compromis prévoit une année pour rechercher une solution politique aux différends territoriaux avant de le soumettre à la CIJ. Mais ce n'est qu'un leurre. Personne ne cherchera de solution politique. Cette disposition est vouée à l'échec et Bongo, qui a présidé le comité ad hoc de l'OUA sur Aouzou, est chargé de la mise en application du compromis. En faisant appel à la CIJ, le règlement de la question d'Aouzou sort du champ d'une négociation bilatérale arbitrée par un pays tiers et complaisant. Le message est clair pour Kadhafi. Les négociations de Prébois sont limpides. Paris se passera de lui pour assurer la sécurité des bases arrières de Déby. L'agent de la diplomatie parallèle de Mitterrand travaille depuis 3 ans pour l'assurer avec les hommes de Tourabi depuis Khartoum. Kadhafi n'a plus de raison de soutenir le président de l'Élysée. Il n'y a plus rien à négocier. Et il sait que son dossier d'Aouzou ne passera pas à la CIJ. Kadhafi ne signera pas le compromis d'Alger. Le signataire sera le ministre des Affaires étrangères, Jadala Azzouz, accompagné du colonel Radouane, qui avait été commandant des troupes libyennes au Tchad. Le compromis engagera la Libye, certes, mais Kadhafi réglera ses comptes de la diplomatie parallèle, 19 jours plus tard, au-dessus du Ténéré. Voilà, donc c'est très clair. Hein. Le fait qu'il ne signe pas le compromis d'Alger, ça c'est dans le livre d'El Ammi. Il s'en est expliqué. En fait, Kadhafi s'en est expliqué par une note qui a été transmise du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade de libyenne à Paris, à l'ambassade libyenne, à l'ambassade tchadienne à Paris, donc à Al Ammi. Et il l'a retranscrite dans son livre autour du Tchad en guerre. Donc Kadhafi ne signe pas le compromis d'Alger. On a dit, les signataires, c'est Jadela Azzouz et le colonel Radouane, voilà. Et du côté libyen, du côté tchadien, c'est Al Ammi et Hachek Ibn Oumar. Al Ammi sûr, Hachek Ibn Oumar, c'est encore à vérifier, il me semble. Ouais. Donc on voit très bien que l'attentat du DC-10, c'est un règlement de compte de la diplomatie parallèle. Il faut maintenant le dire tranquillement, sereinement, l'apporter à la connaissance. Voilà. Moi je demande qu'un débat contradictoire. Dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'inexact dans tout ce que je dis. J'apporte des documents. Il y a réinterprétation de l'attentat des Médecins sans frontières et ça fait partie de toute cette histoire. Voilà.
Donc, merci à tous. Merci Georges pour, Je t'en prie. pour ces lectures. Mhm. On a encore plein de choses Bon, à je crois qu'il y dire. aura plein de parce choses à dire. Il y a encore plein de choses à dire. Il y aura des événements qui vont arriver. Il y aura des documents, Notamment ta demande de témoigner. notamment ma demande de témoigner. Là, Sera-t-elle pour qu'on reçue, se pose, retenue On verra. Euh, oui, bien sûr que tout ça avance, Et puis alors merci à mes followers, et puis à comment on appelle ça, mes spectateurs, hein, ceux qui Ah me oui, suivent, oui, voilà, oui, oui. sur ces vidéos. Et puis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.